Imaginons un instant un studio de création pro. Un truc vraiment complet, capable de monter des vidéos complexes, de préparer des affiches pour l'imprimerie. D'accord, je vois le genre. Sauf que la porte de ce studio, elle est grande ouverte. Il n'y a pas de vigile, pas de caisse, pas de formulaire d'inscription à remplir à l'entrée. Ah oui, c'est plutôt rare ça aujourd'hui. Et le plus dingue, c'est qu'au moment de quitter la pièce, toute trace de ton travail disparaît. Le studio refuse catégoriquement de regarder ou de garder les données de ceux qui l'utilisent. Dans le web d'aujourd'hui, ça ressemble à une utopie absolue. Parce que en règle générale, la création en ligne, ça marche sur un modèle hyper transactionnel. Ouais, on donne nos données, quoi. C'est ça. On échange ses données personnelles ou alors on lâche un abonnement mensuel assez cher juste pour accéder aux outils. Le passage à la caisse ou la création d'un profil pour nourrir les bases de données marketing, c'est devenu la norme. Et tout le marché s'y est habitué, un peu par résignation d'ailleurs. Tout à fait. Bon, on va décortiquer ça aujourd'hui. Notre analyse s'appuie sur des tests très rigoureux issus de la plateforme officielle Pôle Éduc et du site institutionnel de Pôle Autenau. Des tests très intéressants d'ailleurs. Carrément. Et l'objectif de notre exploration, c'est d'examiner ce fameux outil qui s'appelle Pôle Autenau Studio. Les tests montrent une réalité assez ouf, une alternative gratuite, anonyme, qui se dresse face aux géants du secteur. Et pour tous ceux qui créent du contenu, c'est une bouffée d'air frais. Ah mais grave! Quiconque a déjà dû faire une présentation ou une miniature connaît cette frustration. Tu sais, quand l'interface te bloque tes meilleures fonctions derrière un mur payant à la toute dernière seconde. C'est insupportable. Et c'est là que le contexte technique devient passionnant. L'abondance d'outils sur le marché demande un bon esprit critique. Ce cas précis illustre une philosophie qui va totalement à contre-courant des standards actuels. Complètement à contre-courant, ouais. Savoir qu'il existe une alternative de haute volée qui respecte la vie privée, c'est un atout majeur pour l'indépendance numérique de notre audience. Alors, entrons dans le vif du sujet avec la première grosse promesse des tests, l'absence totale de friction couplée à un fonctionnement local. Ce qui est la base de leur modèle. En gros, Pôle Autenau Studio s'ouvre directement dans le navigateur web. Pas de logiciel lourd à installer. On ouvre la page et bam, on crée. Mais attends, j'ai besoin d'une clarification. Dis-moi. Quand les tests disent que ça marche en local, ça veut dire quoi techniquement? Parce que la plupart des outils en ligne, ils ont besoin d'une connexion Internet constante pour envoyer nos actions vers un serveur, non? Eh bien, ce modèle, par défaut, local et privé, c'est justement ça qui est fascinant. Techniquement, la majorité des applications web modernes, c'est juste des terminaux. Des coquilles vides, en gros. En quelque sorte, ouais. Quand on applique un filtre sur une photo, l'image part sur un serveur lointain, elle est modifiée là-bas, puis elle revient sur l'écran. Ça demande des centres de données immenses. D'accord, je vois le délire. Mais avec Pôle Autenau Studio, c'est le navigateur web de ton ordi qui fait tout le boulot. Le code charge une fois, et ensuite, tous les calculs se font sur ta machine. C'est fou ça. Pour imager le truc, c'est comme si, au lieu de commander à manger dans un resto à 10 km, on faisait venir un grand chef direct dans notre cuisine. C'est une super métaphore. Les ingrédients, donc nos données et nos images, ils sortent jamais de la maison. L'entreprise derrière l'outil, elle n'a pas besoin de louer des serveurs surpuissants chez des fournisseurs comme Contabo ou Infomaniac pour traiter nos images. Et toute cette infrastructure lourde devient inutile. C'est notre propre ordinateur qui gère l'effort. Et pour la confidentialité, c'est géant, non? Mais c'est une protection absolue contre l'aspiration des données. À notre époque où les boîtes aspirent tout le visuel pour entraîner des intelligences artificielles ou pour de la pub, proposer un environnement hermétique, c'est rarissime. Ça redonne vraiment le contrôle à la personne derrière l'écran. Tout à fait. Les tests précisent quand même que si on veut sauvegarder ses projets dans le cloud pour changer d'ordinateur, on peut créer un compte. Mais c'est une option. Toujours une option, jamais une obligation. Bon, ok, on a un outil respectueux et léger. Mais je vais être franc, quand j'entends « fonctionne localement dans le navigateur », je me dis « ok, ça va être super basique ». Tu t'attendais à Paint, quoi. Bah ouais. Un truc pour juste coller du texte sur une photo. Sauf que l'arsenal créatif détaillé par les tests raconte une autre histoire. On a un glisser-déposer intuitif, la gestion des calques, le multipage et même la suppression d'arrière-plan. Ce qui n'est pas une mince affaire. Attends, je t'arrête là-dessus. Enlever un fond, ça demande des modèles d'IA hyper lourds en général. Comment un simple onglet web fait ça sans méga serveur? C'est une super question. Et ça met en lumière les progrès hallucinants des navigateurs modernes. Aujourd'hui, un navigateur, c'est plus juste un lecteur de pages. C'est un mini-système d'exploitation. Carrément. Grâce aux technologies web, on peut faire tourner des modèles d'analyse d'images directement sur la carte graphique de l'ordinateur.
direct dans la fenêtre web. Sur notre propre GPU, donc. C'est ça. Et l'intégration de fonctions aussi gourmandes, de façon aussi fluide, ça prouve que leur ingénierie logicielle est particulièrement impressionnante. C'est vraiment dingue de voir cette puissance démocratisée. Et c'est pas fini. Les tests parlent de bibliothèques personnalisées, de textes courbés, de gestion des espacements. Mais il y a un truc très spécifique qui m'a sauté aux yeux. L'impression? Ouais, les fonctions pour l'impression. Des règles, du magnétisme et surtout les fonds perdus. Le fameux bleed and trim. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça implique? Est-ce que c'est pour faire des mèmes ou pour un vrai marché pro? La réponse, elle est sans appel. Gérer les fonds perdus, c'est le marqueur absolu du monde pro. En fait, quand tu imprimes une affiche chez un pro, la machine qui coupe le papier, le massicot, elle est jamais précise au millimètre. D'accord. Si ton design s'arrête pile au bord, le moindre décalage du couteau va laisser une petite ligne blanche dégueulasse. Ah ouais, le truc qui gâche tout le visuel. Donc, on doit faire déborder l'image au-delà de la zone de coupe. Précisément, c'est ça, le fond perdu. On rajoute de la matière visuelle qui sera coupée et jetée, juste pour être sûr que l'encre aille bien jusqu'au bord. Un jouet pour faire des mèmes, ça gère jamais ça. C'est clair. Le fait d'avoir ça, plus le magnétisme de la grille pour un alignement au pixel, ça prouve que c'est un vrai plan de travail. C'est fait pour de vraies campagnes, que ce soit pour un smartphone ou un panneau 4x3 dans la rue. Ce qui est déjà une sacrée prouesse. Donc, les affiches statiques, c'est géré. Mais alors que je pensais qu'on avait fait le tour, il y a un autre truc dans les tests qui m'a scotché. Je sens qu'on va parler de mouvement. Ouais. Polotono Studio intègre son propre éditeur vidéo directement dans la même interface. Et ça, sur le plan de l'architecture logicielle, c'est un cap monumental. Gérer de la vidéo fluide dans un navigateur sans tout faire planter, c'est un défi colossal. Et c'est là que je deviens sceptique. La vidéo, c'est lourd. Moi, quand j'ouvre un vrai logiciel de montage, mon ventilo se prend pour un moteur d'avion au bout de 5 minutes. C'est l'expérience classique, ouais. Alors comment on peut télécharger des vidéos, les découper sur une timeline, rajouter des fondus ou des effets, sans que l'onglet du navigateur plante misérablement? La clé, c'est la façon dont l'outil décode et prévisualise. Au lieu de charger la vidéo en 4K directement dans la mémoire vive, ce type d'outil génère des prévisualisations super allégées pendant que tu travailles. Ah, intelligent. L'ordinateur ne fait le gros calcul lourd qu'à la toute fin, au moment de l'export. Mais en fait, si on regarde le contexte global, c'est surtout l'existence même de cette fonction qui est essentielle. Là, on touche à un point hyper intéressant. On assiste un peu à la fin des silos créatifs. Non. Mais totalement. Prends un pro de la com aujourd'hui. Il y a 10 ans, pour annoncer une soirée, une belle affiche imprimée, c'était bon. Aujourd'hui, il t'en faut 10 des formats. C'est ça, il faut l'affiche, un visuel carré pour Insta, une version animée pour les stories et une petite vidéo promo avec des rushs filmés. Ce qui, à l'ancienne, voulait dire un logiciel pour le papier, un autre pour la photo, et un troisième, souvent hors de prix, pour la vidéo. Sans parler du coût des licences. Et le temps perdu? Passer d'un logiciel à l'autre, c'est une horreur. Faut exporter, réimporter, prier pour pas avoir de soucis de format ou de couleurs bizarres. L'angoisse du designer. Voilà. Alors que là, tu glisses un titre de ton affiche statique directement sur la timeline de ta vidéo, dans le même onglet web. Ça centralise tout, c'est un gain de productivité majeur. Ok, donc on fait l'affiche, la vidéo, l'animation au même endroit. Mais à un moment, il faut bien sortir le fichier final. Et là, l'analyse des tests montre une polyvalence de dingue sur les exports. On a du PNG, du JPG classique, Logique. mais on note le support du CMGN pour le JPG. Et ça, c'est un autre gros clin d'œil à l'imprimerie. Ah bah c'est fondamental. Le CMGN, cyan, magenta, jaune, noir, c'est le profil pour le mélange d'encre physique. Contrairement à nos écrans. Ouais, les écrans, c'est du RVB. Rouge, vert, bleu, c'est de la lumière. Si tu envoies une image RVB ultra lumineuse à un imprimeur, les couleurs seront hyper ternes sur le papier. L'export CMGN, ça garantit que les couleurs à l'écran seront fidèles à la sortie de l'imprimante. Encore un point pour le côté pro. On ajoute le PDF pour les documents, le SVG pour les logos, GIF et MP4 pour la vidéo. Mais il y a deux formats qui m'ont complètement surpris. Le premier, c'est le PPTX, je parie. Ouais, le format PowerPoint. J'avoue, j'étais pantois. Exporter un design complexe en présentation modifiable, c'est super rare. C'est hyper rare et pourtant c'est massivement demandé en entreprise. Imagine un designer qui fait une présentation magnifique pour des commerciaux. S'il fait ça sur un logiciel classique, il sort des images figées. Exactement. Et si 3 jours plus tard, un commercial veut juste changer un prix sur une diapo, il est coincé. Il doit rappeler le designer, payer une retouche. Alors que là, L'export PPTX,
casse cette barrière. Le designer fait un truc sublime, mais le texte reste du vrai texte. Le commercial peut le modifier dans son PowerPoint habituel. C'est le pont parfait entre la création pure et le monde de la bureautique. Bon, ça m'amène à ma plus grande question. On a un outil hyper puissant qui piste personne, qui gère la vidéo fluide, l'impression pro, les exports entreprises, et tout ça c'est gratuit. Zéro pub clignotante. C'est vrai que ça paraît suspect. Bah oui, les tests disent que plus de 100 000 créateurs l'utilisent et plus de 300 entreprises. L'entreprise est basée dans le Wyoming, faut payer les ingénieurs quand même. Il est où le piège? Ça, c'est la grande question des modèles économiques alternatifs. Et en fait, il n'y a pas de piège. C'est juste un modèle différent, le fameux B2B, business to business. Ok, explique-nous ça. Les tests expliquent que la boîte ne gagne pas un centime avec l'éditeur public Polotono Studio qu'on vient d'analyser. Leur vrai produit, c'est des API graphiques et des SDK, des kits de développement pour des langages comme React. Oula, faut qu'on vulgarise un peu là. Une API, un SDK. Ils vendent quoi à ces 300 entreprises au juste? Faisons une analogie avec les voitures. Imagine que Polotono fabrique des moteurs exceptionnels. Au lieu de faire des discours marketing, ils ont construit une voiture de sport incroyable, Polotono Studio, et ils laissent tout le monde la conduire gratuitement. D'accord, je vois l'idée. La voiture est géniale, le public adore. Mais leur but, c'est pas de vendre la voiture. Leur but, c'est que d'autres constructeurs automobiles voient ça et viennent leur acheter juste le moteur brut, l'API, pour le mettre dans leur propre voiture. Ah mais c'est brillant. Donc si une grosse boîte veut ajouter une fonction création visuelle dans son propre logiciel, au lieu de payer 20 développeurs pendant 3 ans, elle achète l'API de Polotono. Tout à fait. Elle intègre le moteur en marque blanche, l'utilisateur final verra jamais le logo Polotono, mais c'est leur tech qui fait tourner le truc. C'est super malin. Et l'éditeur gratuit sert de vitrine technologique en direct. C'est un modèle hyper vertueux. Quand tu vends un logiciel critique à une multinationale, elle veut des garanties. En laissant 100 000 personnes utiliser l'outil gratuit, Polotono fait un crash test géant en permanence. Bah oui, 100 000 personnes qui testent les limites, qui trouvent les bugs. Ils optimisent le code grâce à ça. C'est une robustesse prouvée sur le terrain et c'est le meilleur argument pour vendre des licences très chères aux entreprises. C'est vraiment le gagnant-gagnant par excellence. Bon, résumons un peu tout ça. Notre analyse des tests de Podeduc et Polotono révèle un studio virtuel qui casse les codes du logiciel web gratuit. C'est clair. On a décortiqué un truc qui gère l'image, la vidéo, la typo, les codes QR, une confidentialité dingue grâce au calcul local, sans besoin de compte, et des fonctions pro, du Massico jusqu'au PowerPoint. C'est un sacré bilan. Et la vraie question maintenant, c'est pourquoi ceux qui nous écoutent devraient s'en soucier au-delà du côté geek et corne. Exactement. Pourquoi c'est important? C'est l'accessibilité du pouvoir de création. Aujourd'hui, maîtriser le visuel, c'est capital. Que tu sois artisan, prof ou militant. Connaître ce genre d'outils, c'est s'affranchir des monopoles du design numérique et de leurs abonnements hors de prix. C'est reprendre le contrôle en fait. Produire de la qualité technique parfaite tout en gardant la main sur sa propriété intellectuelle et en protégeant ses données contre l'appétit de l'industrie. C'est essentiel. L'indépendance numérique, ouais, c'est un enjeu majeur. Bon, avant de conclure, j'ai gardé un dernier détail technique des tests sous le coude. Oh, j'ai hâte. Tout à l'heure, j'ai zappé le tout dernier format d'export de la liste. Point virgule. Le format JSON. Ah oui, le fameux. Pour ceux qui codent pas, le JSON, c'est en gros juste du texte brut avec des accolades et des guillemets. C'est ce que les serveurs utilisent pour se parler. L'idée qu'on puisse exporter une vidéo ou une affiche sous forme de lignes de texte brut, ça me donne un peu le vertige. C'est super perturbant, ouais. Parce que ça casse notre vision de ce qu'est une image. En JSON, l'outil sauvegarde pas des pixels comme un JPEG. Il génère une description mathématique complète de ton œuvre. Genre un plan de construction? C'est ça. Le texte va dire « Ici, on a un cercle bleu à telle coordonnée avec tel texte par-dessus et une vidéo en fond qui démarre à 3 secondes. » Ton œuvre esthétique devient une pure équation logique. Ce qui amène une réflexion de dingue pour l'avenir. Si un design super complexe, tu sais, avec des ombres, de la vidéo, peut être réduit à un petit bout de texte et réintégré direct dans un autre logiciel à l'autre bout du monde. Non. Est-ce qu'on n'est pas en train d'effacer la frontière entre faire du design visuel et programmer un logiciel? L'interface qu'on utilise avec la souris, ça devient le même langage qu'un codeur derrière son clavier. C'est une fusion vertigineuse entre l'intention artistique humaine et la logique des machines. Le web design, c'est plus juste des images mortes, c'est des systèmes de données dynamiques. Ça laisse rêveur.
Et ça nous ramène direct à notre image du début. Ce studio ouvert à tous. Cette chambre noire locale dans le navigateur. On ferme les onglets, l'analyse est finie, mais l'architecture de ce truc continue de poser de sacrées questions sur l'avenir du web et de nos créations. De très belles questions, ouais. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous. Continuez à tester avec curiosité ces outils silencieux qui redessinent vraiment les fondations d'Internet. À bientôt.